Donc, on le voit là, les rebonds, on voit des rebonds qui sont liés. Ça, c'est les génomes qu'on avait fait à ce moment-là, tous les génomes qu'on avait fait jusqu'à mars 2023, vous voyez. Et vous voyez qu'il y a des rebonds qui sont liés à la perte du mistigris. Et donc, de tous ces événements, de toute la tentative de compréhension, en essayant de mettre ça dans des stratégies de réflexion, d'évolution, en particulier pour les virus, comment on peut théoriser ça? Alors, il y a en dehors du mistigris, qui est une hypothèse qui est plus nouvelle, qui n'est pas encore très très bien intégrée, il y avait deux grandes théories sur l'évolution. Une théorie qui est une théorie de la rationalité, qui s'appelle la théorie de la reine rouge, qui a été inventée par Van Valen, et il a été inventé dans le monde anglo-saxon, et pour moi aussi, d'ailleurs, je sois français. Alice au Pays des Merveilles est une source d'inspiration extraordinaire, parce que c'est une source d'inspiration de phénomènes décrits qui sont totalement uniques. Jamais personne n'a pensé à décrire ça. Donc, c'est une source, et donc là, la Reine Rouge vient de là, elle vient du fait que Alice est en train de courir à côté de la Reine Rouge, et elle voit que le paysage ne change pas, et elle lui dit, mais la Reine Rouge, elle dit, mais pourquoi on reste sur place en courant aussi vite? Et la Reine Rouge lui dit, il faut courir aussi vite que tu peux pour simplement rester à la même place. Et ça, c'est devenu une grande théorie de l'évolution, en particulier avec le parasitisme, en disant, si vous ne rajoutez pas quelque chose, eh bien vous serez dépassé parce que l'autre rajoutera quelque chose. Donc ça, c'est la théorie de la Reine Rouge, de la compétition entre les espèces. D'accord ? Et donc, on peut essayer d'intégrer dans la théorie de la Reine Rouge le fait de se débarrasser du mistigris pour courir plus vite. D'accord ? Et donc ça veut dire que tout ça a une rationalité et que ça tend vers quelque chose qui est rationnel. Et puis, il y a une autre théorie, qui est une théorie que j'aime beaucoup, qui est la théorie du fou du roi, et qui dit, en réalité, ils font n'importe quoi. Et en faisant n'importe quoi, ça donne à la fin le cycle de ce que l'on voit, et en particulier, c'est ce que je vais essayer de vous expliquer, il y a une partie dans l'évolution qui est liée à l'adaptation à la situation, mais qui est, dans le cadre des virus, est probablement relativement mineure, alors qu'on a eu tendance, vous voyez, quand on parle de l'immunité générale, c'est dans la perspective de la Reine Rouge, c'est-à-dire que si on augmente les forces de l'autre, on va contrôler, dans la course, c'est l'autre qui va gagner. Dans la théorie du fou du roi, en réalité, c'est juste l'histoire évolutive du virus qui fait qui, à force de faire des bêtises, disparaît. Et donc, on a regardé, en réalité, ce qui se passait, et donc, vous voyez, à Marseille, vous voyez qu'on voit apparaître des virus nouveaux, parce que nous, on regarde, on séquence depuis le début, et donc, les premiers virus nouveaux, les premiers variants qu'on voit, on est premiers au monde. Juillet 2020, alors que le premier épisode avait complètement disparu, pof, avec une courbe normale, banale, on voit réapparaître le juillet. Moi j'étais en vacances, je reviens fin juillet, et puis je dis, on va voir d'où ça vient, ça, qu'est-ce qui se passe, et on voit que c'est des cas qui ont été importés par bateau avec la réouverture des trafics entre l'Afrique et nous, et donc ça vient du Maghreb. Après, quand on a fait l'analyse, on sait que le virus est venu de Chine, il s'est installé en Europe. À partir de l'Europe, il est parti partout, y compris en Afrique. Et en Afrique, on a eu des séquences avec nos amis, on a pu voir que, au fur et à mesure, il se transformait. Quand il arrivait, il partait il a probablement commencé à Kinshasa, on le voit en Côte d'Ivoire, on le voit au Sénégal. J'ai reçu des prélèvements du Sénégal pour pouvoir le séquencer. Après, ça passe probablement par la Mauritanie, le Maghreb, et du Maghreb, c'est celui-là qui va être prévalent, et du Maghreb, il va venir en France, par bateau, d'accord ? À Marseille, comme d'habitude, par bateau. Et donc, celui-là, mais en réalité, il est en bout de course, celui-là. Il était à la fin de son histoire évolutive, et donc il ne va pas durer. Il va disparaître. On va avoir une centaine de cas, aucun cas mortel, et ça ne dépassera pas les Bouches-du-Rhône. Donc c'est la fin de son histoire. Il était à la fin de son histoire. Et puis on va avoir, nous, notre nouvelle histoire, et c'est là qu'on va voir que, en fonction des endroits en Europe, on ne va pas voir la même chose. Donc si on regarde, en bas à gauche, là, on voit le Marseille 4 en France, et il va être en France, mais très peu ailleurs. D'accord ?
Mais celui que nous, on avait appelé le Marseille 2, qui en réalité est né en Espagne, celui-là, on voit qu'il a été majoritaire en Espagne et été majoritaire en Grande-Bretagne. D'accord ? Et puis ensuite, il y a celui qui s'appelle Yucca et qu'on a fini par appeler Alpha, qui est en rouge, qui lui est pandémique. Donc on voit que le 2 et le 4 ne sont pas pandémiques, ils sont épidémiques. Ils sont limités à une zone géographique, ils ne vont pas se répandre partout dans le monde. Et pour des raisons que je ne connais pas, le rouge, qu'on a appelé le Yucca, puis le Alpha, lui, il va partout dans le monde. Et puis le vert, qui s'appelait d'abord qui venait d'Inde, et qu'on a fini par appeler le Delta, lui aussi est pandémique. Qui s'appelait India au départ, et puis après, alors il ne faut pas vexer les Indiens en disant que ça vient d'Inde, c'est du politiquement correct qui vient se mêler de la virologie, on mélange tout, à la fin on ne sait plus de quoi on parle. Bon, toujours est-il qu'on l'appelait Delta, ce qui était idiot parce que le bêta qui était au milieu, en réalité n'a jamais été pandémique, donc il n'y a pas plus de raison de lui donner. Mais enfin, ensuite, il y a une définition, c'est l'OMS qui dit c'est un variant of concern. Alors lui, il faut faire attention parce qu'il nous fait peur, c'est ça le variant of concern. Les gens autour de table, lui, est-ce qu'il vous fait peur ? Oui, il fait peur. Alors, appelez variant of concern. Donc, tout ça n'a pas de sens, c'est pas de sens biologique. Hein. Donc nous, on a fait une définition des sens biologiques, ils la reprennent, ils ne la reprennent pas, je m'en fiche. Nous, on a dit quand il y a 4 mutations communes à une nouvelle branche de virus, qui est associée avec un phénomène épidémique d'au moins 50 génomes identifiés, on considère que c'est un variant. C'est pas juste un mutant avec une base, bien sûr, c'est donc à chaque fois qu'on est à la racine d'une nouvelle branche comme ça, eh bien on appelle ça un variant, et on voit qu'à cette racine, nous on définit la racine avec l'existence de 4 mutations communes à tous. Parce que quand on regarde, je reviendrai dessus à la fin, en réalité, ce qu'on représente là est faux, bien sûr, parce que quand vous séquencez un virus, il n'y a pas 2 séquences du virus identiques. Donc vous pouvez avoir, quand vous avez 10 puissance 12 ou 10 puissance 13 virus dans votre corps, il n'y en a pas 2 pareils. Parce que l'appareil de réplication fait une faute toutes les 10 000 bases. Il fait 30 000 bases, donc chaque fois que vous faites un virus, vous faites 3 fautes dedans. Et donc si vous regardez, il n'y en a aucun qui est pareil. Mais, de temps en temps, il y a un groupement où vous tuez vous knockoutez un gène qui était un mistigris, ou bien alors il y a un groupement de mutations qui favorise et qui permet une réapparition. D'accord ? Et donc ça amène, comme on le voit sur la suivante, ça amène à dire, mais alors, qu'est-ce que ça nous apprend sur l'épidémie elle-même ? Ce que ça nous apprend sur l'épidémie, ça c'est très intéressant parce que c'était pas clair. C'est les vétérinaires qui avaient trouvé ça sur un virus de la souris. Ils disaient, écoutez, ces mutations là chez les virus ARN, toutes les 200 mutations, il avait mesuré, toutes les 200 mutations, il y en a une qui est bénéfique pour le virus et qui fait que ça repart. Donc ça explique, vous voyez, quand on regarde les épidémies, ça explique que hop, ça diminue puis ça repart. À chaque fois, en réalité, ce qui repart, c'est qu'il y a un nouveau clade, il y a une nouvelle branche qui apparaît, d'accord ? Et ça suit une mutation bénéfique. Nous, on appelle ça les mutations fertiles. Donc une mutation fertile, après on a divisé, ça veut dire que c'est une mutation qui suivait de nombreux descendants. Nous, on a fini par définir les mutations hyperfertiles, c'est-à-dire celles qui avaient au moins 800 descendants. D'accord ? Et ces mutations hyperfertiles, on en a identifié. Là aussi, on est d'accord. Toutes les 200, il y a une mutation. Toutes les 200 mutations, il y en a une qui est fertile. Donc, comme ils avaient trouvé chez la souris. Donc, tout ça aussi, c'est la connaissance. Il faut lire la littérature pour essayer de comprendre. Et donc, ces mutations hyperfertiles, au bout d'un moment, il est vraisemblable que les virus n'arrivent plus à faire de mutations hyperfertiles parce qu'ils ont testé toutes les hypothèses. Et derrière une mutation hyperfertile, les autres mutations qui ne sont pas fertiles sont des mutations qui sont neutres ou qui sont un peu délétères. Pas beaucoup, elles ne sont pas très toxiques. Parce que si elles sont toxiques, elles tuent le virus, puis on ne le voit plus. Et donc, celles-là, le virus a une capacité limitée à les intégrer. Globalement, quand le virus dominant, la forme dominante du virus, de la séquence, intègre une mutation de cet ordre-là, ce qu'on voit au fur et à mesure, si ces branches sont divergentes, c'est parce qu'elles ont des mutations différentes. D'accord ? Eh bien, quand elles ont assimilé comme ça, en moyenne 7 de ces mutations inutiles, elles disparaissent.
Donc, on voit avec les analyses des génomes, des mutations fertiles qui apparaissent, le virus augmente, et puis pendant ce temps, tous les 15 jours en moyenne pour ce virus-là, il y a une mutation qui se fixe, qui n'est pas fertile, et au bout de 7 mutations en moyenne non fertiles, il disparaît, il perd de l'efficacité, il disparaît. Donc cette courbe est liée à l'accumulation de mutations non fertiles. Donc c'est tout le virus qui fait ça, c'est pas l'hôte. C'est le virus qui fait ça. L'hôte, éventuellement, il peut amener à être protégé, à se protéger lui-même, ou bien alors il faut avoir une couverture qui soit tellement énorme que ça empêche toute multiplication suffisante du virus pour créer de nouvelles mutations fertiles. Et donc, c'est comme ça que ça se passe. Et donc, quand on regarde, on a commencé à étudier avec Philippe Colson sur toute la collection de séquences qui sont maintenant disponibles online, de voir dans quel site étaient les mutations, quelles étaient celles qui étaient fertiles, quelles étaient celles qui n'étaient pas fertiles. Et en faisant ça, on s'est rendu compte qu'une des mutations les plus favorables, les plus importantes, qui a changé complètement l'histoire du Covid, et qui, moi, me laisse penser, j'ai toujours pensé, parce que dans les 200 mutations fertiles qu'on a trouvées, il n'y en a que, je ne sais pas, une dizaine dont on pouvait penser qu'elles seraient fertiles. Toutes les autres, on ne pouvait même pas imaginer qu'elles seraient fertiles. Donc on ne va pas faire dans le laboratoire des choses dont on ne sait même pas que c'est fertile. C'est idiot. Donc ça n'a pas été, je ne crois pas du tout que c'était fabriqué dans le laboratoire, d'autant que la souche qui est venue de Wuhan n'avait pas la mutation fertile qui a fait la pandémie. Quand il est arrivé en Europe, on ne sait pas quand est-ce, à quel moment il a acquis ça, mais tout ce qui est devenu la pandémie, et qui a donné une pandémie, alors qu'on était pour l'instant dans une épidémie chinoise, même limitée dans l'espace en Chine, eh bien ça a été 2 mutations, une dans la polymérase dont je vous ai parlé. Donc la polymérase, on ne peut pas trop la toucher, parce que c'est tellement important, c'est la manière de se reproduire, ça, donc il faut faire attention. Mais il y en a une qui entraîne qu'il y a 100 fois plus d'erreurs. Et donc, le virus qui ne mutait pas beaucoup, c'est pour ça que beaucoup de gens se sont trompés au début, parce que les coronavirus, par exemple le virus du SARS ou le virus du MERS-Corona, se sont arrêtés rapidement parce qu'ils n'avaient pas cette mutation dans l'RNA polymérase qui leur fournissait une capacité d'adaptation extraordinaire en faisant 100 fois plus de mutations. Donc, ce virus a d'une part une mutation là, et d'autre part une mutation dans la spike. Cette mutation dans la spike va lui permettre de mieux adhérer aux cellules. Et donc, il a un facteur de pathogénicité, un facteur d'adaptabilité qui vont faire qu'il va devenir pandémique. D'accord ? Et donc ça se passe au moment de l'arrivée en Europe. Et donc, si vous regardez cette évolution des virus, eh bien, vous la regardez sur d'autres, eh bien, là, vous voyez, le nombre de mutations chez les virus ARN est de l'ordre toujours de 10-4, tous les 10 000, il y a une mutation, et vous voyez, donc, les mutations, là, du SARS-CoV, après, vous voyez les différentes couleurs qui représentent des nouveaux clades. Ebola virus, c'est pareil, ce sont des virus récents, qui ne sont pas encore entièrement adaptés à l'homme. Donc, leur variabilité est considérable. Tandis que quand vous avez des virus qui sont mieux adaptés à l'homme, comme le virus de la rougeole, si vous voulez, eh bien, la largeur des mutations acceptables est beaucoup plus faible, il est beaucoup plus adapté, donc il n'en est pas à pouvoir perdre des mistigris. Vous voyez, il peut pas, c'est fini, il les a enlevés depuis longtemps. D'ailleurs, les coronavirus les coronavirus endémiques, qui sont connus depuis longtemps chez l'homme, ils ont perdu le mistigris, c'est fini. Ils ont perdu. Parce que ça ne sert à rien chez l'homme. Ça sert peut-être chez d'autres animaux, je ne sais pas à quoi, mais en tout cas, ça ne sert pas chez l'homme. Et donc, voilà, une mutation peut entraîner un changement complètement de pathogénicité. Ça a été le cas pour chikungunya, ça a été le cas pour Zika virus. C'est mon ami qui avait été mon élève ici, Didier Musso, qui a découvert que le virus Zika était pathogène. Alors que jusque-là, on considérait que c'est un virus non pathogène. Quand il a décrit ça, personne ne l'a cru, enfin en France en tout cas, c'était à Tahiti qu'il décrivait ça, les gens disaient « Oh non, c'est pas vrai, c'est machin tout bon. ». Et on l'a découvert, la France n'a jamais été très bonne pour ça. Donc c'est pas là. Si les gens avaient bien voulu réfléchir à ce qui s'était passé avec les épidémies avant, quand même on se serait rendu compte qu'on avait un problème de fond. Puisque lui a déclaré ça, lui a interdit les transfusions sanguines, bien sûr, alors que le Centre national leur disait il n'y a aucune raison, ce virus n'est pas pathogène.
Je sais à qui ils ont demandé, qui s'en est pas vanté après. Mais on a fini par considérer que c'était un problème parce que le Zika a continué sa route. Il venait d'Indonésie, il était donc passé à Tahiti, puis ensuite il est passé en Amérique du Sud. Et en Amérique du Sud, au Brésil, ils ont commencé à avoir une épidémie de Zika absolument considérable. C'était encore un peu sous la barre. Et puis il y a des Américains qui sont allés faire du tourisme au Brésil, ils ont été malades. Alors là, du coup, ça devient un vrai problème, parce qu'il y a des Américains qui sont malades. Jusque-là, tous les autres, on s'en fichait. Et puis, donc le CDC dit, il y a un truc, et donc on remonte, toc, toc, toc. Et donc, Musso est devenu l'homme le plus cité au monde sur l'histoire du Zika, mais il a été, pendant 3 ans, il a vécu dans le déni en France de l'existence, parce que ce virus avait muté, et ce virus était devenu pathogène en mutant. Voilà. Avec une mutation fertile chez l'homme.